traiter par exemple les objections. Ça me sert encore aujourd'hui. Par exemple, vos produits sont trop chers. Le réflexe, c'est qu'on argumente. Alors que ce qu'il faut, c'est retourner la question. Si vous avez vraiment ce côté jeu, amusement et passion, vous allez voir que vous gagnerez beaucoup plus d'argent parce que vous allez transmettre autre chose, une vibration, quelque chose, une énergie qui est complètement différente de celle qui est l'argent. Moi, ce que je voulais, c'était le côté marketing, la vente. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'un processus d'achat? Beaucoup de personnes ont peur de vendre ou n'aiment pas vendre parce qu'elles disent justement que la vente c'est de la manipulation et qu'elles ne veulent pas manipuler le client pour le faire acheter. Moi, je suis pas un expert à convaincre d'acheter, mais je suis très très fort pour donner envie d'acheter. Alors, un petit tips par rapport à ça. Hey, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Hey, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Le jeu de la vente, destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère, femme d'affaires, conférencière et auteure du livre Le jeu de la vente, les 6 clés des entrepreneurs qui réussissent. Aujourd'hui, je suis ravie de t'accueillir avec un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de David Pontoiseau. On a hâte qu'il nous partage son parcours, des tips pour t'aider, toi qui nous écoutes, à continuer à développer ton business et bien évidemment attirer plus de clients et augmenter ton chiffre d'affaires. Donc sans plus tarder, on va l'accueillir. Bienvenue à toi, David. Comment vas-tu ? Écoute, bonjour à tous, bonjour Ray, mais merci de m'avoir invité Avec joie, merci à toi d'avoir Et de accepté pouvoir- l'invitation. et de pouvoir partager avec vous tous. Yes, on a hâte. Alors sans plus tarder, je vais te laisser t'introduire. Donc présente-toi, qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais ? Moi, c'est David Pontoiseau, je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans maintenant. J'ai diverses activités, puisque j'ai 5 sociétés, une quarantaine de business aujourd'hui. Je suis expert en marketing et en neuromarketing. On aura l'occasion d'en discuter plus longuement tout à l'heure. Et puis expert en automatisation web. Donc j'ai diverses activités, je crois que j'ai à peu près tout ce qui peut se vendre sur Internet. Donc du e-commerce, de l'affiliation, du marketing de réseau, vente de formation, de produits digitaux, SaaS. Je crois que j'ai à peu près tout dans le catalogue, on va dire. Excellent. Souvent, d'ailleurs, un de tes surnoms, c'est un dinosaure du web. Oui, je fais partie du dinosaure, je fais partie des tout premiers. On n'est pas nombreux, donc à toujours être présent aujourd'hui. Souvent, c'est un petit signe quand même que ce que l'on fait est pas trop mal, puisque le plus difficile, c'est de durer dans le temps. Exactement. Donc, si je suis toujours là 25 ans après, c'est que j'estime que ce que je le fais pas trop mal. Effectivement, et je confirme. On a eu l'occasion notamment de se rencontrer lors d'un mastermind à l'étranger en juin dernier à Barcelone. Mhm. Et honnêtement, notre échange m'a vraiment marqué parce que je suis allée le voir pour en savoir un peu plus sur qui il était. Et finalement, 3 heures plus tard, on était toujours en train de discuter. Donc, j'ai bénéficié d'une réelle masterclass en one-to-one avec toi. Et tu m'as partagé des clés d'ailleurs que j'ai appliquées. Ensuite, on pourra en reparler. Qui vraiment ont fait la différence également à certains niveaux par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais avant d'y venir, aujourd'hui, tu vis à Andorre, notamment avec ta famille, tes enfants, ta femme. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à t'expatrier là-bas ? Alors, effectivement, moi, à la base, je suis à Limoges, donc au milieu de la France, on va dire, entre Paris et Andorre, justement. Et donc, Andorre, pour le paysage, la sécurité, tout ça, et puis un petit peu, on va dire, pour la fiscalité, beaucoup plus avantageuse qu'en France. Faut pas se mentir, mais c'est ce que je dis assez souvent. On vient en Andorre pour la fiscalité, mais on y reste pour la sécurité, le bien-être, bon à vivre. Mon épouse, par exemple, ne sortait plus du tout à Limoges parce qu'elle se faisait agresser. C'est le problème des femmes un peu mignonnes, on va dire. C'est assez compliqué, donc félicitations de votre courage, parce que c'est pas facile à vivre. Et alors qu'en Andorre, il n'y a pas ça. Vous pouvez sortir, on croise une bande de jeunes, ils disent bonjour. Ça paraît ridicule dit comme ça, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est surprenant. On voit une bande de jeunes qui disent bonjour, qui est poli. Ça paraît chelou comme ça, mais c'est surprenant. Et donc, du coup, il n'y a pas un papier par terre. C'est propre, c'est facile voilà, on se sent bien. Donc, mon épouse se sentait très, très bien. Elle sort le soir, va sortir le chien et tout ça. Donc, on revit vraiment en Andorre. Donc, c'est vrai que souvent, on parle de la fiscalité, mais il y a tout le reste où il n'y a pas de stress. Enfin, voilà, c'est très facile à vivre, pas de pollution, 80% de nature.
c'est incroyable. Excellent. En tout cas, ça donne vraiment envie, justement, d'y aller. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'as pas encore été à Andorre, je t'invite, pourquoi pas, à déjà y faire un tour pour un week-end, pour des petites vacances. D'ailleurs, moi, Andorre, ça me fait penser que j'ai été amenée à faire une colonie de vacances, notamment à Andorre. C'était une colonie de vacances, notamment sportive. Et la chose qui m'a marquée, c'est que c'était également la première fois que je faisais de l'équitation. Donc, c'est vrai que j'associe le souvenir de Andorre à l'équitation. Anyway, je sais que tu entreprends depuis que tu as 18 ans, que tu n'as jamais été salarié. Qu'est-ce qui t'a lancé dans l'entrepreneuriat à ce jeune âge ? Un petit peu le hasard, on va dire, et puis mon côté un peu hyperactif. C'est-à-dire que moi, de base, je suis pâtissier, donc de formation, je suis pâtissier, j'étais plutôt très bon, puisque j'avais même été invité à concourir pour les meilleurs apprentis de France. Donc c'était vraiment une passion. Et puis, pour m'occuper les après-midi, je me suis lancé dans le marketing de réseau, dans une compagnie qui s'appelait Herbalife. Donc, on vend des compléments alimentaires. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop le marketing de réseau, c'est 3 métiers en un, en fait. Il faut vraiment maîtriser donc, la vente. Donc, on vend des produits. Et puis après, le recrutement. Et ensuite, la formation. Et donc, si on n'est pas bon dans ces 3 phases-là, on est un petit canard boiteux, on va dire, et donc ça ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que si on ne fait que vendre et qu'on est bon qu'à la vente, on est un commercial plus, mais on n'atteindra pas une certaine liberté financière. Si on fait que recruter, il ne va pas se passer grand-chose. On va avoir plein de gens qu'on ne sait pas former et qu'on ne sait pas forcément vendre non plus. Donc, ça va être compliqué. Et si on fait que former et qu'on ne sait pas vendre, il ne va pas se passer non plus grand-chose. On va avoir une grosse équipe qui ne va pas faire grand-chose. Donc au final, il faut maîtriser la vente. Ensuite, il faut bien recruter et bien former. Et à partir de là, c'est explosif puisque on vend et on arrive à se former, se constituer une équipe qui va vendre et en général on a un pourcentage sur toutes les ventes qu'ils vont réaliser, ce qui nous permet de pouvoir avoir une indépendance financière. Donc moi j'avais cette chance d'avoir été très bon parce que mon parrain à l'époque m'a fait traverser la France. Donc je lui en ai voulu sur le coup, sur le machin, mais c'est le plus beau cadeau qu'il m'ait fait au final, puisqu'il y avait des formations juste à côté de chez moi, à Limoges, et il m'avait fait traverser la France entière pour aller découvrir une formation avec des Américains et qui apprenaient le business, on va dire, à la façon américaine, pas du tout les méthodes qu'on avait en France. Aujourd'hui, on appellerait ça la PNL. À l'époque, il n'y avait pas forcément de nom spécifique. Et ils nous apprenaient vraiment la manipulation. Et ça m'avait surpris et j'ai été passionné vraiment par ça. Et dont une chose, donc traiter par exemple les objections, ça me sert encore aujourd'hui, 25 ans plus tard, j'utilise toujours ça et je l'ai même poussé vraiment à son paroxysme là-dessus. L'objection par exemple, vos produits sont trop chers. Donc en général, le réflexe, c'est qu'on argumente. Non, c'est pas cher parce que si, parce que là, nanana. Et en général, on essaye de convaincre en argumentant. Alors que ce qu'il faut, c'est retourner la question. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que mes produits sont chers ? Et c'est le client qui répond à sa propre question. Parce que souvent, il dit que c'est cher, mais il ne sait même pas le prix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un moyen de se défausser et de pouvoir se débarrasser de nous. Et quand on retourne la question, il est obligé de réfléchir à sa propre question. Alors, quand il n'a pas réfléchi, comparé à Weight Watcher, ça paraît cher. Parce que vous comparez mon produit à Weight Watcher. Donc, en fait, on est tout le temps en train de lui retourner la question. Et en fait, il se close lui-même. Parce qu'au bout d'un moment, donc, on est bien d'accord qu'au final, c'est vraiment pas cher. Et en fait, il n'a plus d'arguments. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire, cette côté manipulation dessus. Alors, j'avais 18 ans. À 18 ans, vous savez, on n'a pas le cerveau forcément au même endroit. Et donc, je pose la question, mais ça marche aussi avec les femmes ? Ça marche pour tout ? Oui. Et donc, en boîte de nuit, donc je teste. Alors après, ça s'appelle simplement s'intéresser à la personne. Hein. C'est rien de plus compliqué que ça. Mais ça m'a permis justement d'avoir des dialogues, de pouvoir échanger. Et au lieu de toujours parler, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, vous allez voir, et ça m'a permis justement d'essayer de faire en sorte de toujours que ce soit les autres qui parlent. Et ça m'a permis de découvrir tout ce monde-là. Et puis par la suite, j'ai forcément arrêté la pâtisserie très rapidement parce que je gagnais beaucoup plus mes activités dites secondaires.
Et comme j'étais très très bon dans ces 3-là, mais je n'arrivais pas à être les 3 en même temps. Donc soit je vendais, soit je recrutais, soit je formais. Et j'avais cette frustration de ne jamais pouvoir vendre tout le temps, recruter tout le temps et former tout le temps. Et je me suis dit, en fait, il faut que je trouve une solution pour me dupliquer. Il faut qu'il y ait 3 David, un qui vend, un qui recrute et un qui forme. Et c'est bête, mais c'est ce qui m'a permis vraiment de me lancer dans l'automatisation pour la première fois en 2001, où j'ai commencé à enregistrer mes propres messages de vente. Et du coup, je les ai mis sur un répondeur. Donc autrefois, on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc ça s'appelait Touchphone, je crois. Donc c'est des répondeurs téléphoniques. On avait des numéros en 01. Les gens, ils appelaient. Et en fait, on avait un message vocal. Et à la fin, on appuyait sur des touches qui permettaient en fait de filtrer, voire encaisser directement au téléphone. Excellent. Puisque bon, ça choque aujourd'hui, mais à l'époque, on prenait les numéros de carte bancaire par téléphone. Aujourd'hui, c'est inconcevable de donner son numéro de carte. On le tape nous-mêmes, mais à l'époque, en fait, soit c'était par correspondance, on mettait ces numéros de carte sur la Redoute, par exemple, ou on les donnait par téléphone. Alors, je vous garantis que ça a beaucoup évolué. Ouais. Donc, du coup, je faisais ça. Donc, mes meilleurs messages de vente, en fait, ils étaient enregistrés. Les gens, ils appelaient, je vendais sans être présent. Okay. Donc, ça, c'était la première automatisation. Et puis après, j'ai fait la même chose pour le recrutement. Si vous voulez gagner de l'argent en restant chez soi, on envoyait des annonces dans les journaux. Hein. Et oui, c'était à l'époque des journaux et petites annonces. Et après, la formation, donc, où je formais en fait les gens. Donc, c'est la seule chose que je m'étais gardée au départ et que j'ai automatisé par la suite. Et je me suis rendu compte que ça marchait pour moi. Mais moi, j'enseignais la méthode de la compagnie. Et là, je me suis rendu compte que, en gros, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Oui. Et ça marche pas. Parce que les gens voient que toi, tu fais autrement. Ah, donc toi, tu as hacké le système. Et donc, du coup, les gens ne t'écoutent pas. Ils veulent reproduire. Et là, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et donc, j'ai retourné un petit peu le truc en disant, je vais leur enseigner d'avoir leur propre message de vente. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour moi, je leur enseignais de faire la même chose, donc automatisé. Et ça marchait pas non plus, parce que moi, j'étais bon vendeur, eux non. Donc, du coup, ça fonctionnait pas. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que je leur mettais un système, c'est moi. C'est moi qui vendais pour l'équipe, c'est moi qui recrutais pour l'équipe et c'est moi qui formais pour l'équipe. Wow. Et à partir de là, j'ai automatisé la duplication. Donc, dans le marketing de réseau, l'important, c'est la duplication. C'est ce qu'on vous apprend tout le temps. Et moi, j'avais réussi à automatiser la duplication d'un système de vente qui fonctionnait, de recrutement et de formation. Et du coup, il n'y avait plus aucune limite. Je pouvais recruter des dizaines de milliers de personnes. Ils avaient tous un système de vente. J'avais aucun besoin d'humain ou de quelqu'un en fait derrière. Et du coup, ça a explosé. J'ai explosé complètement. Je me suis retrouvé sur scène à Paris, au Palais des Congrès, où donc les fameux événements du marketing de réseau. En quelques mois, on va dire, j'étais sur scène et donc tout jeune à expliquer un petit peu comment j'avais fait. Parce qu'on n'avait pas Internet, donc on ne savait pas réellement si on faisait qu'on avait fait des choses extraordinaires. Aujourd'hui, tout est instantané. Ouais. Quand on fait quelque chose, on peut se comparer aux autres. On sait immédiatement avec les réseaux sociaux et tout ça. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, il n'y avait rien. On recevait des magazines et ils étaient trimestriels, donc il fallait attendre 3 mois pour pouvoir se comparer aux autres, on va dire. Donc, on n'avait rien de tout ça. Je pense qu'il y avait moins de perte de temps aussi et plus de focus sur le travail parce que pas besoin de comparer, quoi. Exactement. Donc, du coup, je n'avais pas conscience que j'avais fait quelque chose d'exceptionnel. Et donc, mon père me fait venir sur scène. Et donc, c'est marrant parce que je me retrouve en dernier. Donc, il y avait plein de tabourets de bar sur scène. Et tout le monde passe. Donc, chacun raconte un petit peu ses histoires. Alors, je vous la fais courte, vous connaissez tous, en gros, j'étais SDF, grâce machin, ma maison elle est payée, j'ai enfin, c'est toujours la même chose, on va dire. Et donc ça passe, sauf que moi, j'ai pas d'histoire comme ça. Et donc, il m'avait dit, t'inquiète pas, tu réponds juste à mes questions. Sauf que je vois passage après passage, et ça, on pourra toujours en reparler tout à l'heure dans le côté neuromarketing, les neurosciences, parce que là, très clairement, j'étais en plein dedans.
On voit, c'est le côté ce qu'on appelle social, c'est-à-dire qu'on va répéter ce que les autres font. Donc le premier dit, en gros, j'étais SDF, maintenant j'ai une vie magnifique, ma maison elle est payée, nana. Le deuxième c'est pareil, le troisième c'est pareil. Et donc nous, en fait, eh ben là j'étais en train de broder une histoire. J'ai dit, il va falloir que je raconte que j'étais SDF, mais c'est pas le cas. Donc quelle histoire je vais bien la raconter pour le truc. Et moi, en fait, non, c'était différent. C'était quel âge tu as ? Qui tu es ? Donc je dis, j'ai 18 ans. Ça fait combien de temps que tu es dans la compagnie ? Ça fait 3 mois. Ok, donc le premier mois de la compagnie, t'as fait quoi ? Donc j'ai dit, le statut, je me souviens plus comment ça s'appelait, le statut à l'époque. Et là, c'était déjà incroyable. En premier mois, en moyenne, les gens mettaient au moins 3 mois, 3 à 6 mois pour atteindre ce statut. Moi, je l'ai fait dès le premier mois. Et après, donc aujourd'hui, on te remet quel statut ? Donc j'avais dit, je crois que c'était Get Team, quelque chose comme ça. Et là, c'était l'explosion parce qu'il fallait en moyenne 3 ans. Wow. Il faut 3 mois de qualification. C'est-à-dire qu'il faut faire 3 fois de suite la même chose. Et moi, j'ai fait dans mes 3 premiers mois ça. Donc, j'étais le plus rapide, le plus jeune de la compagnie à avoir atteint ce statut-là. Excellent. Et ça, c'était incroyable. Wow. Et donc, du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Ouais. Donc, à l'époque, il y avait Jim Rohn qui était le conférencier Il est encore en vie, développement du coup, à cette personnel époque-là. de l'époque. Wow. Pour la compagnie. Et comme j'étais le plus jeune et tout ça, il m'avait envoyé un message pour qui me coach pour ça. Donc j'avais eu la chance de pouvoir avoir le coaching de Jim Rohn. Wow, donc tu peux dire qu'aujourd'hui tu as été coaché par Jim Rohn. Ouais, c'est alors énorme. malheureusement, je savais pas qui c'était. Pour moi, c'était un petit vieux je sais pas, qui voulait se faire un petit jeune. Enfin, tu vois, voilà, on n'avait pas forcément. Avec le recul, je pense que j'aurais pu mieux exploiter ça. Ouais. Mais il m'a enseigné quelque chose qui m'a servi toute la vie. C'est en fait les problèmes. En fait, j'étais quelqu'un qui avait beaucoup de problèmes et il essayait de me faire comprendre que non, en fait, c'est toi qui décides si c'est des problèmes ou des opportunités. Donc, il t'arrive quelque chose, c'est la vie qui te met un obstacle pour que ça change. À toi, donc, de t'enfermer sur toi-même et de dire oh là là, encore un problème, je vais pas y arriver, comment je vais faire et puis on se T'apitoyer sur ton sort. on s'enferme sur soi-même, exactement. Ou alors, on se dit, c'est le moment de changer, de rencontrer des nouvelles personnes et de faire des choses. Yes. Et c'est ce qui m'a montré. Alors, j'ai mis un peu de temps pour le comprendre. Et j'avais accepté le fait que, oui, j'ai de la chance dans mes malheurs. Ça, c'était la première étape qu'il avait réussi à obtenir de moi. Excellent. Et ensuite, de dire, oui, effectivement, j'ai compris ce switch, de se dire, en fait, quand il t'arrive quelque chose, tu dis que c'est un problème, mais ça peut être aussi une opportunité, c'est un changement, c'est quelque chose qui t'arrive pour casser ta routine. Et donc après, à toi de prendre des choses pour faire en sorte que ça soit une opportunité. Donc tu vas rebondir pour être plus grand, apprendre des choses. Du coup, tu as un accident de voiture, tu vas rencontrer le dépanneur, tu vas appeler l'assurance, tu vas avoir le garage, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Tu vas faire des nouvelles choses que si tu n'arrives à rien, tu ne rencontres pas le dépanneur, tu n'appelleras jamais l'assurance et tu verras jamais ton garage. Donc, il y a plein de choses comme ça qui m'a fait comprendre des choses. Et à partir de là, en fait, effectivement, c'était le but, surtout dans le marketing de réseau, c'est d'essayer ce qu'on appelle le marketing relationnel, c'est de saisir toutes les opportunités qui t'arrivent et de les rencontres. Et du coup, le dépanneur, je lui vendais un programme. L'assureur, je lui vendais un programme. Chaque personne que je voyais, en fait, c'était des ventes que je faisais parce qu'il m'était arrivé ça. Excellent. Et ce qui m'a mis en disant, donc du coup, c'est un problème ou une opportunité ? Tu vois ? Il a été très très fort parce que je peux vous garantir que quand on a 18 ans, on n'est pas aussi ouvert que quand on en a 30 ou 40. On n'a pas forcément la maturité. C'est vrai. Et ça a été énorme pour moi, le switch qu'il a pu me donner à ce niveau-là. Malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin que ça, parce que comme j'étais quelqu'un de forcément pas très ouvert à l'époque et tout ça, mais en un an, on va dire, c'est ce qu'il a réussi à m'inculquer. Puissant. Et qui est extrêmement puissant, puisque j'ai pu vraiment travailler toute cette partie-là par la suite. Et puis, des années plus tard, de pouvoir m'investir vraiment dans la PNL et les neurosciences, ce qui m'a permis de pouvoir vraiment exploiter ça le plus profondément possible dans le business et dans la vente, le marketing et la vente. Génial. Alors, si toi, d'ailleurs, qui nous écoutes, tu ne sais pas qui est Jim Rohn, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes connaissent Tony Robbins. Et Jim Rohn, c'est l'un des mentors de Tony Robbins. Exactement. Et c'est d'ailleurs une personne qui a beaucoup, on va dire, influencé Tony Robbins.
positivement, bien évidemment, mais qui l'a beaucoup formé. Donc, je t'inviterai à la suite de cet épisode d'écrire Jim Rohn sur YouTube ou autre, et tu verras que tu as plein vraiment de vidéos de cet homme qui est juste, pour moi, l'un des précurseurs, en tout cas, de tout ce qu'on appelle aujourd'hui développement personnel. Donc, c'était une chance. C'était le Tony Robbins de l'époque. C'était le Tony Robbins de l'époque, tout simplement. Trop bien. Et juste, quand tu t'es lancé, avant de lancer notamment la partie automatisation, déjà très tôt, donc bravo par rapport à ça, comment tu as trouvé tes premiers clients ? C'est un petit peu ce qu'on nous avait enseigné en final. Donc, alors à l'époque, Herbalife, on avait des badges qui étaient comme ça, là, on notait là. Vous voulez mincir, demandez-moi comment. Ou alors vous voulez gagner de l'argent, demandez-moi comment. Et donc, on avait cette approche qu'on nous enseignait. Alors, c'est pour ça que ce n'était pas forcément fait pour tout le monde. Mais moi, je trouvais ça drôle. Alors déjà, il y a un contexte aussi. C'est que moi, j'étais pâtissier, comme je le disais, et qu'on travaille de nuit, et donc on est plutôt très bien payé. Donc, il faut se dire que je faisais ça, encore une fois, pour m'occuper les après-midi. Je ne faisais pas ça pour vivre. J'en avais aucun besoin. Alors, je dis ça, c'est pas innocent. C'est que dans la tête, quand on fait quelque chose pour l'argent, on ne le fait pas du tout de la même façon que quand on le fait par passion, plaisir. Exactement. Et ça, je peux vous garantir que tant que vous n'aurez pas ce mindset, tant que vous serez focus sur l'aspect pécuniaire, donc l'argent que je vais gagner, la commission que je vais faire, ça sera très compliqué. Par contre, si vous avez vraiment ce côté jeu, amusement et passion, vous allez voir que vous gagnerez beaucoup plus d'argent parce que vous allez transmettre autre chose, une vibration, quelque chose, une énergie qui est complètement différente de celle qui est l'argent. En fait, je fais ça parce que j'en ai besoin pour vivre. Amen to that. C'est la raison pour laquelle tu dois faire de la vente en jeu. Et d'ailleurs, c'est l'une des relations qui nous avait rapprochés tous les deux. Yes. Et effectivement, donc il y avait ce badge-là. Et on avait pris des jeux de rôle, on va dire, qui nous avaient expliqué. Et moi, je trouvais ça trop drôle. La personne te regarde le badge. Ah c'est, je sais pas comment je disais. C'est intéressant, ou je sais plus comment je faisais l'approche. Et la personne est choquée. Ah oui, c'est quoi exactement? Et puis là, voilà. Et j'entamais le côté marketing relationnel. Excellent. Et donc, ce côté, dès que la personne regardait le badge, ah, ça t'intéresse? Excellent. Et même dans la rue, partout, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on parle vraiment de jeu. Ouais. Et parce que si tu le fais parce que tu en as vraiment besoin, déjà, tu as peur. Et quand tu vas parler, tu vas agresser. Exactement. Tu vas être dans une sorte d'agression où les gens vont mal le prendre. Par contre, ce côté jeu, ah, t'as vu, ça t'intéresse? C'est intriguant, ça crée une discussion. Voilà. Ouais. Exactement. Donc, c'est le côté jeu. Donc, la personne rigole, de dire, bah oui, c'est quoi et c'est là où on commence, voilà, on rentre dans le jeu de la vente et tout ça. Excellent. Donc, moi, j'étais très, très fort par rapport à ça. Alors que je suis pâtissier de base, je n'étais pas du tout fait pour la vente. J'avais un papa qui était attaché commercial. Mais moi, à la base, pas du tout. Même le côté pâtisserie, c'est des gens que vous voyez jamais. On est enfermés dans des laboratoires, on travaille la nuit, on croise personne. On est à l'inverse, c'est-à-dire que quand les gens vont se coucher, nous on se lève et vice versa en fait. Donc en fait, on est à l'opposé de la vie de tout le monde. Donc on est plutôt très introverti. Ouais. Et donc du coup, la vente, c'est l'opposé complet. Donc à la base, j'étais pas forcément censé. Mais cette rencontre avec ces Américains qui m'ont vraiment rentré, encore une fois, dans le jeu. Donc, comment manipuler les gens, comment jouer, en fait, de tout ça, fait que j'ai eu des résultats, je gagnais de l'argent, donc de l'argent que je n'avais pas forcément besoin. Donc, du coup, comme je n'en avais pas forcément besoin, cet argent-là, je le réinvestissais en publicité, puisque je n'en avais pas besoin pour vivre. Et donc, du coup, ça m'a permis de réinvestir tout ce que je gagnais et de continuer à m'amuser, en fait, en permanence dans ce que je faisais. C'est ça qui m'a permis, justement, de pouvoir avoir ces résultats, en fait, impressionnants pour les gens. Trop bien. Écoute, déjà, super. Bravo. À la suite de ça, comment s'est passé le lancement de ta première entreprise et pourquoi tu as décidé de lancer une entreprise en plus, on va dire, ou après l'activité de marketing relationnel? Alors ça aussi, ça c'est drôle parce que aujourd'hui, ça s'est un petit peu démocratisé. À l'époque, le marketing de réseau, c'était des revenus complémentaires. C'est-à-dire que c'était inconcevable de faire carrière. Il y a des gens qui faisaient carrière
Et par rapport aux revenus, parce que je gagnais, alors c'était en francs à l'époque, 50 000 francs, donc de faire dans les 7 500 euros par mois, donc 50 000 francs. À l'époque, on parle 2000, c'était énorme. Donc je gagnais beaucoup plus que la moyenne. Et donc, on pourrait dire que j'avais carrière, en fait, réellement là-dedans. Mais dans l'esprit de tout le monde, il fallait avoir un vrai travail à côté. Et donc, du coup, avec ma mère, on a dit, on va créer une entreprise dans le côté marketing, communication. Donc, on s'est lancé dans les enseignes signalétique, marketing, communication. Okay. Donc, voilà, pour avoir une vraie entreprise. C'est ridicule. Quand on y réfléchit aujourd'hui, c'est complètement ridicule. Mais voilà, on a fait ça. Alors, avant, j'étais indépendant. Je pouvais la liberté financière, la liberté de mouvement et tout ça, pour se retrouver donc chef d'entreprise dans une nouvelle prison donc dorée. Certes, on gagne de l'argent, mais au final, on est esclave de ses clients. On travaille 12 heures par jour, on travaille le week-end, on travaille tout le temps. Donc, on n'a pas de vie. On a de l'argent, mais on n'a pas de vie, on n'a pas le temps de pouvoir profiter de son argent. Parce que là, tu avais une société vraiment physique. Là, j'avais une entreprise physique avec des salariés, avec des gens donc sur lesquels on fait que du social. Il y a que la misère du monde qui débarque. Il me faut une avance sur salaire pour ci, il me faut, enfin bref. Les arrêts et là, en fait, je vois la transition entre ma vie d'avant et la vie d'un vrai travail, tu vois, une vraie entreprise. Et à partir de là, donc, j'ai eu des boires avec, on va dire, des prud'hommes, avec des salariés qui me l'ont fait à l'envers. Voilà. Et du coup, j'ai dit, bon, plus de salariés, j'arrête, je vends, j'en ai ras-le-bol. Et je vais revenir, on va dire, à un petit peu mon ancienne vie, on va dire. Et donc, de revenir dans le marketing de réseau. Tu avais continué Herbalife ou tu avais arrêté? Alors, non, j'avais arrêté, mais j'en avais plusieurs, en fait. Comme j'avais automatisé, parce que, bon, là, on l'a fait rapide, mais j'avais une dizaine de compagnies de marketing de réseau, puisque c'était automatisé, donc j'ai plus besoin d'être là. Ça tournait en plus de ce que je faisais à côté. Excellent. Donc, bon, ça a diminué. Il y a des compagnies qui ont fermé, il y avait eu pas mal d'activités, tout ça. Donc, mais je faisais dans les 2-3 000 euros de ce qui me restait, passifs, des revenus passifs que j'avais même oubliés en fait. Et donc quand j'ai vendu l'entreprise, on voit sur le truc, je voyais des trucs passer, j'ai dit mais je sais même pas ce que c'est en fait. Et dire mais ça tu l'avais avant. Excellent. Et effectivement donc j'ai dit tiens je vais regarder. Oh là là mais c'est toujours des répondeurs téléphoniques, des machins. Et j'ai dit mais ça tourne encore alors que on est technologiquement parlant, c'était à l'époque des dinosaures. Donc je dis ça marche encore aujourd'hui. Donc je remets un petit peu ça au goût du jour avec les nouvelles technologies, on va dire. Et donc j'ai relancé, on va dire, la partie marketing de réseau, les automatisations de l'époque et tout. Et je me fais repérer par quelques compagnies de marketing de réseau. Puisqu'ils voient ce que j'ai fait en fait dessus et ils voulaient que je développe ça pour leur compagnie, pas forcément que je rentre dans la compagnie, mais que je développe la technologie d'avoir automatisé la duplication. Donc tu deviens consultant. Exactement. Donc voilà, j'ai commencé à faire des choses comme ça. Alors j'avais dit à mon épouse, je vais automatiser les trucs et comme ça on aura l'indépendance financière, on pourra vraiment profiter. Parce que jusqu'à maintenant, ils me voyaient jamais. Et au final, je re-rentre en fait sur un nouveau travers où je travaillais pour rendre indépendants les autres. Mais moi, je travaillais, j'ai changé mon temps contre de l'argent. Oui. Je faisais pour eux, en fait, je faisais en sorte que les autres deviennent indépendants, mais pas moi. Et donc, me fait remarquer en me disant, mais je croyais que c'était nous qui devions être indépendants. Et donc là, je comprends que effectivement, j'étais pas dans le bon angle, on va dire. Et donc, c'est là où je commence à rentrer, par contre, là, dans les compagnies et que je refais ce que j'avais fait avant et pour me créer des revenus passifs, en fait, des systèmes d'automatisation pour me recréer des revenus passifs. Et puis là, avec toute la technologie, je me dis, mais jusqu'où on peut aller dans l'automatisation ? Parce que j'ai automatisé mes trucs. Bon, après, il y a la comptabilité, il faut se taper à la main. Enfin, il y avait pas mal de choses. Donc, j'ai dit, mais est-ce qu'on pourrait pas... Et là, je me rends compte que je pousse. Et en 2015, j'automatise à 100%.
Ça veut dire qu'il y a la prospection, la vente, tout, la comptabilité, les rapprochements bancaires, tout est automatisé. Même les paiements, tout. Il n'y a plus aucune intervention humaine. J'ai réussi en fait à automatiser un business à 100%. Excellent. Et je me découvre que, il y a beaucoup de problèmes, on va dire, des choses, des sécurités, on va dire. Un fournisseur, il t'envoie une facture, tu rajoutes un zéro derrière, le mec, il te vidait le compte en banque parce que tout était automatisé, les paiements aussi. Donc, c'est là où je réalise qu'il faut des garde-fous. Oui. Et que même si tout est possible à automatiser, il ne faut pas tout automatiser. C'est deux choses différentes. Tu peux tout automatiser, mais il ne faut pas tout automatiser. Il y a des garde-fous, comme le paiement des fournisseurs, certaines choses où il faut des contrôles humains et de valider certaines choses pour pouvoir justement être sûr de... et c'est là où j'ai cadré un petit peu ça. Et puis je fais la rencontre d'une personne qui avait repéré en fait ce que j'avais fait dans l'automatisation. Il se renseigne aux États-Unis et il dit mais personne n'a poussé aussi loin l'automatisation. T'es la personne qui a poussé le plus loin possible et je voudrais qu'on s'associe, qu'on fasse un business ensemble. Est-ce qu'il était possible de pouvoir proposer des business clés en main aux personnes, on va dire, pour générer des revenus passifs? Donc comment je le faisais pour moi? Je dis, je peux reprendre l'un de mes business et puis, oui, après, je leur montre comment le mettre en place et puis, voilà. Et donc, on crée le concept Cash Machine. On a fait plusieurs millions d'euros avec ce business-là où, en fait, c'était des systèmes d'automatisation, de business automatisés qui vend automatiquement. Tu avais juste à apporter l'acquisition de trafic et le système vend tout seul en automatique une quarantaine de produits. Donc, c'est des produits en affiliation. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Andorre, associé, et d'avoir monté tout ça. Et puis après, j'ai développé toute la partie automatisation dans divers domaines. Donc, c'est là où j'ai commencé à me créer mes cash machines. Donc, on parlait de marketing de réseau, j'ai fait de l'affiliation dans le e-commerce, dans divers domaines. Tout ce qui était possible d'automatiser, en fait, j'ai créé des business, en fait, qui sollicitent le moins possible d'humains ou d'interventions qui puissent être automatisées. Et ce monsieur, en fait, c'était un très grand, faisait partie des plus grands marketeurs francophones. Et du coup, ça m'a permis de pouvoir apporter une meilleure performance dans mon marketing et surtout de soulever pas mal de questions, puisqu'après, donc il y a lui, je prends des formations de grands marketeurs américains et ils se contredisent tous. Il y en a un, il dit non, c'est le storytelling. Il faut faire le storytelling, il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça, en fait, raconte une histoire. Et les gens, ils achètent une histoire. Et je rencontre... donc, effectivement, je teste, ça marche, pas de souci. J'en rencontre un autre, il dit, le storytelling, c'est bullshit. La preuve sociale. Prouve aux gens que ton produit marche et tu verras, c'est le succès garanti. Donc, il disait l'opposé de l'autre, mais ça marche aussi. Il fait des millions et moi, je teste, ça fonctionne. Et au final, je pose la question qui tue, pourquoi ça marche? Regarde mes résultats. Non, ça c'est la preuve que ça marche. Ça n'explique pas pourquoi ça marche. Donc, il rentre dans des trucs scientifiques, de machin, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi le storytelling marche, pourquoi la preuve sociale fonctionne. Tout le monde botte en touche en disant... Regarde les résultats, regarde tes propres résultats, tu vois bien que c'est la preuve que ça marche, mais c'est pas le pourquoi ça marche. Ouais. Et donc, comme personne n'était capable de m'expliquer pourquoi, et que moi, j'ai besoin de comprendre les choses, c'est un petit peu comme avec Jim Rohn, avec toutes les personnes que j'ai pu voir, j'ai besoin de comprendre. Et c'est pour ça que je mets du temps, parce que j'ai besoin vraiment de comprendre le fond de comment fonctionnent les choses. Et je me tourne donc vers la PNL. Donc c'est pour ça que toute mon époque de Jim Rohn m'a beaucoup servi pour pouvoir rentrer dans cet univers-là. Donc la PNL, donc je deviens maître PNL, praticien en hypnose, parce que ça va avec, et les neurosciences, pour tout simplement... Alors, c'est très basé médical en général. Moi, ce que je voulais, c'était le côté marketing, la vente. Je dis, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lors d'un processus d'achat ?
Donc, ce qui permet de savoir pourquoi le storytelling fonctionne, pourquoi la preuve sociale fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens dans un processus d'achat. Pourquoi le storytelling fonctionne? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on te raconte une histoire? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour la preuve sociale, etc., etc. Et pourquoi, au final, l'un contredit l'autre et que quand même ça fonctionne. Et donc, il y a pas mal de choses, je vais la faire rapide, mais je pense que vous avez tous connu un petit peu les disques de personnalité, donc les disques de couleur et tout ça. Donc, bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et moi, j'essaye de trouver un petit peu dans tout ce que j'essaye d'apprendre, ce qui se passe dans le cerveau, donc l'humeur des gens, la façon d'aborder, enfin bref, un petit peu beaucoup de biais cognitifs, tout ça. J'essaye de comprendre tout ça. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune étude réelle sur ce sujet-là. Il y a plein de choses qui se font, il y a plein de sujets, mais d'essayer vraiment de comprendre ça, il n'y en a pas. Ouais. Et donc, je vois que je tourne autour de quelque chose, je gravite sur du storytelling, donc description, fiche technique, avis client. C'est ce qu'on retrouve dans les sites e-commerce, c'est des bases et des schémas qu'on retrouve partout. Donc on a descriptif, fiche technique et avis client. Je dis ça parce que c'est super important, parce que après, quand on ramène les disques, un petit peu les biais cognitifs et tout ça, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et là, en fait, je fais un petit peu l'association descriptif, storytelling. Dans le descriptif, c'est un champ libre, on va raconter une histoire sur le produit et tout ça. Fiche technique, donc comment fonctionne le produit, et l'avis client, donc la preuve que le produit fonctionne. Donc je vois que je tourne autour de ça, je vois que je tiens quelque chose, mais j'arrive pas à vraiment mettre le doigt vraiment là-dessus. Et je vois une émission de télé, donc qui veut devenir mon associé, je vois les juges qui parlent, et là en fait je me rends compte ce que j'ai appelé les schémas, donc les 3 biais cognitifs, les schémas de pensée, et c'est là où j'ai eu vraiment la vraie révélation, j'ai vraiment mis le doigt dessus. Je me rends compte qu'il y en a donc qui font leur pitch de leur entreprise, et il y en a un qui dit, bon c'est bien, mais c'est quoi ton histoire? Parle-moi de toi. Ouais. Donc le parcours inspirant, donc qui est la personne. En fait, je ne veux pas dire qu'il se foutait de son pitch, mais d'émission après émission, il disait toujours, il posait toujours en fait qui était la personne. Okay. Lui, ce qui m'intéresse, c'était l'humain. Ouais, l'humain. Et donc, et là, je vois tout ce que j'avais fait, et là, je retrouve en fait un schéma de pensée, et je vois qu'il y a des gens qui ne s'intéressent qu'à l'histoire, à la personne de côté émotionnel, un petit peu comme toi, qui adore, on va dire, le côté, la personne de côté inspirant, plus que la méthode en elle-même. Donc, c'est plus la personne. Et donc, l'histoire derrière le produit. Et là, en fait, je vois qu'il y a une personne qui est vraiment que ça. Et là, je dis, OK, en fait, c'est un schéma de pensée. Il y a des gens qui raisonnent et qui réfléchissent que de cette manière-là. Exactement. Et il y en a un autre qui dit, OK, mais comment ça marche concrètement ton produit? Parce que c'est bien beau, là, ton pitch et tout ça. Tu peux nous montrer, nous faire une démo, là? Tu peux nous montrer comment ça marche, ton truc, là, qu'on voit un petit peu? Et là, je vois que c'est toujours le même type de personne qui pose ce type de questions. Et là, c'est là où moi, je suis très sensible. Je me rends compte que moi, je suis dans ce schéma-là. Oui. Explique-moi comment ça marche et j'achète. Moi, le storytelling, ça me saoule. C'est pas que les gens ne m'intéressent pas, mais l'histoire ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça marche. Ouais. Comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai besoin de comprendre les choses. Ça revient sur tout mon parcours, au final. Ouais. On me parle de storytelling, et personne ne s'est posé la question de pourquoi le storytelling fonctionne. Ça marche, point barre. C'est ça. Voilà. Et moi, j'avais besoin de comprendre pourquoi ça fonctionne. Je suis dans ce que j'ai appelé moi le technicien. Donc, c'est le côté ingénieur, technicien, la méthode. Et donc, je vois qu'il y a ce profil qui se dessine. Et là, en fait, je devine, il doit y avoir un 3e schéma qui doit être la preuve sociale. Bingo, il y en a un, en fait, qui dit, mais on a quoi comme preuve que ton produit fonctionne? Tu as des retours clients, Et là, en fait, j'ai dit, c'est bon, j'ai le truc. J'ai 3 schémas de pensée. Et à partir de là, je me dis, mais en fait, tout fonctionne. Ça veut dire que le marketeur qui parle de storytelling, il vend aux gens qui s'intéressent au storytelling. Donc ça marche parce qu'il parle storytelling
Et les gens qui étaient réceptifs storytelling achètent. Les Yes. gens comme moi, pas forcément sensibles à ça, moi, ça me saoulait plus qu'autre chose. D'ailleurs, son truc, ça me saoulait. J'ai attendu qu'il propose son programme pour l'acheter. Pour moi, c'était chiant. Et là, je me rends compte que, à travers aussi ma propre expérience, que j'ai dit, tiens, moi, j'adhère pas forcément à ce schéma de pensée, mais lui, il vendait aux personnes qui avaient le même schéma de pensée. Donc, il faisait un carton parce qu'il s'adressait qu'à eux. Ouais. Et l'autre, qui ne parlait que de preuves sociales, les storytellers n'achetaient pas. Oui. Il y avait qu'eux qui avaient le schéma de pensée preuves Social. sociales. Ils ne voyaient que des preuves que le produit fonctionne, donc ils achetaient. C'est ça. Il y avait juste un profil que très peu de personnes, en fait, utilisaient ou mettaient en avant, c'était la méthodologie. Le fameux comment. Oui. Le comment ça marche. En général, on te dit toujours dans le marketing, tu expliques le quoi, le pourquoi, mais tu vends délivres le comment. Mm. Donc surtout, tu n'en parles Tu ne pas. parles pas du comment. Parce que c'est ce que tu vends. C'est ça. Et moi, je dis, c'est une connerie, d'ailleurs, je l'ai prouvé, c'est-à-dire que tu peux faire tout un truc où tu n'expliques que du comment. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans le suite, tous les autres, les storytellers et les preuves sociales, en général, c'est le type de personnes qui vont te dire le mec, c'est une tronche, j'y comprends rien à ce qu'il raconte. Mais j'ai rien pipé, c'est le truc qui m'endort, en fait. Et tu as à côté de ça des gens qui disent waouh, putain, c'est génial, putain, lui, hein, c'est un expert sur le truc. Et en fait, tu délivres tellement de comment, j'ai créé ce qu'on appelle la méthode boulimique. C'est-à-dire que tu donnes tellement de comment. Au final, limite, il n'a pas besoin d'acheter mon programme parce que je lui ai tout délivré. La seule chose, c'est que tu lui as donné tellement d'informations que le cerveau n'a pas le temps de tout assimiler. Il bug à un moment donné. Exactement. Et il dit, et là, en fait, c'est là où j'ai créé en fait ce côté boulimique, c'est que quand tu arrives à avoir donné trop d'informations, c'est-à-dire qu'il faut arriver à cette bascule, et ben les gens, en fait, j'ai même plus besoin de leur dire j'ai un produit à leur vendre. C'est eux qui me dit « Mais David, t'as pas un programme de formation, t'as pas quelque chose où je peux suivre étape par étape ?» C'est eux qui me demandent à ce que je leur vende quelque chose. Et donc, du coup, j'ai dit « Mais le storytelling fonctionne, la preuve sociale fonctionne et la méthodo fonctionne aussi. » Tout fonctionne, c'est ça. Et c'est là où, en fait, il faut juste, en fait, avoir de bien présenter ton produit au bon schéma de pensée. Si tu es storyteller, tu vends à des storytellers. Tes preuves sociales, tu vends à des preuves sociales. Tu es méthodo, tu vends aux méthodos. Exactement. C'est d'ailleurs la discussion qu'on avait vue ensemble à Barcelone quand on s'est rencontrés lors du Mastermind. C'est ce que tu m'avais expliqué justement. Et tu m'avais dit, toi, je suis persuadée que tu vends en mettant en avant le storytelling et notamment le deuxième biais cognitif, c'est la preuve sociale. Exactement. Donc effectivement, moi, je vendais beaucoup avec du storytelling et de la preuve sociale. Mais effectivement, ça veut dire que potentiellement, les gens qui, comme toi, sont plutôt intéressés sur le process, effectivement, c'est pas forcément eux qui achetaient. Et tu m'avais dit, pour tes prochains événements, adresse-toi également à ce profil-là parce que c'est 30% quand même, voire 40% de ton audience que tu perds, qui n'achète pas. Et ne serait-ce que de rajouter ça, forcément, ça a un impact également sur ton chiffre d'affaires. Et donc après, j'ai revu finalement ma manière effectivement de présenter, notamment si on prend l'exemple d'un webinaire. Je me suis dit, OK, je ne vais pas parler qu'aux storytellers, je ne vais pas parler également qu'aux personnes qui sont sensibles à la preuve sociale. Je vais également ajouter un peu plus de comment. Et c'est vrai que c'est là où je t'ai dit, effectivement, j'ai senti la différence dans le sens où des personnes qui, de base, peut-être n'étaient pas forcément touchées par ces deux leviers-là, en ajoutant ça, ils disent « Ok, waouh, ça a l'air super complet et j'ai envie d'y aller ». Et donc, forcément, ça augmente ton taux, notamment de conversion. Donc, toi qui m'écoutes, j'espère que tu as pris des notes et surtout que tu vas implémenter parce que, clairement, ça peut être un game changer si tu mets ça en place. Ah ben c'est un vrai game changer. Ça a été pour moi une vraie révélation parce que ça m'a permis de comprendre, effectivement. Alors, moi, je vendais, je me suis rendu compte que j'étais méthodo. Mais à partir du moment, c'est ce que j'appelle l'éveil, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez pigé ça, que vous avez compris qu'il y a 3 schémas de pensée, que les gens ne sont pas cons, parce que le schéma, c'est j'explique, la personne, elle ne comprend rien. Je dis, mais je ne parle pas chinois. Putain, mais je dis, mais t'es con ou quoi? Enfin, on a tous ce truc-là. Une fois que tu as compris que c'est les schémas de pensée, tu dis, OK, en fait, elle ne me comprend pas parce qu'elle n'a pas le même schéma de pensée. C'est ça. Et donc, moi, je sais, donc c'est à moi, c'est moi qui ai la connaissance, donc c'est moi qui vais me mettre à son niveau. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais. Il n'y a pas les storytellers, c'est mieux que les preuves sociales ou tout ça. Il faut juste savoir qu'il y a 3 schémas de pensée. Il y a
l'équilibre, je dirais, sur la Terre, il y a 50% à quelque chose près, il y a 50-50 entre pourcentage d'hommes et de femmes. On va oublier les endroits où il y a la guerre, parce que bon, les hommes sont éliminés, on va dire. Mais la nature est plutôt bien faite, parce qu'il n'y a pas 10% d'hommes pour 90% de femmes. Ouais. La nature est bien faite, parce qu'il y a un équilibre d'hommes et de femmes. Et sur les biais cognitifs, les schémas de pensée, c'est un petit peu pareil. Alors, il n'y a rien encore une fois, de scientifique là-dedans, parce que j'ai jamais pu créer quelque chose à l'échelle mondiale pour savoir exactement si réellement il y a 33% de chaque biais dessus. Je le fais uniquement par rapport à mes stats à moi. Je me rends compte que, au final, c'est assez équilibré par rapport à ce que j'ai. Donc, ça serait intéressant de pouvoir mener une étude planétaire, de voir si dans certains pays, comment ça se passe et tout ça. Mais, encore une fois, c'est par rapport à mes propres résultats. Et du coup, je me rends compte que une fois que tu as compris, on va dire, ces différents schémas, et on revient, on va dire, pourquoi l'équilibre homme-femme, ça semble un petit peu logique pour la reproduction et tout ça, donc ça semble un peu logique. Et ben, les schémas de pensée, j'ai essayé. Alors, encore une fois, il n'y a rien de scientifique, c'est ma propre interprétation, c'est ma thèse, ma théorie par rapport à ça. Et je me dis, on n'est pas fait pour vivre dans un monde comme ça. On est des animaux, on est censé vivre dans la nature. Et justement, on a les storytellers qui sont là, qui vont avoir dans un côté social, puisque l'humain n'est pas fait pour être seul, on le voit bien, on a toujours travaillé en groupe, et dans le groupe, en fait, on va avoir les méthodos, donc on va dire ceux qui calculent, ceux qui vont travailler, on va dire, alors je ne vais pas dire le côté intelligent, parce que c'est l'expertise, le process, le ouais, comment. c'est plus les matheux, on va dire, un peu plus les matheux, on va dire. Je vois très le bien. côté, comment fonctionnent les choses. Et tout ça. profil, justement, le technicien. Ouais, clairement. Et donc, du coup, on se rend compte que, en fait, dans la nature, comme on est fait pour être social, on a besoin, en fait, des gens qui sont storytellers, des gens preuves sociales et des gens méthodos. Et donc, ça fait sens ça pour qui moi. crée une harmonie, ouais. Ça fait sens, en final, cet équilibre. Comme il y a un équilibre homme-femme, il y a des équilibres, justement, de ces schémas de pensée. Yes. Et à partir de là, j'ai réétudié, en fait, mes tunnels qui fonctionnaient, ou qui fonctionnaient pas trop, tout ça. Je les ai retravaillés avec ces schémas de pensée. Excellent. Et là, en fait, c'est là où je me rends compte que c'est un petit peu comme dans la pâtisserie. Pour faire un gâteau, il y a des recettes. Il faut équilibrer pour que ça puisse marcher. Yes. Et là, en fait, je mets du storytelling, de la méthodo et de la preuve sociale. Mais il faut bien doser. Alors, là, on parle marketing. Ça veut dire que tout le monde arrive sur une page de vente. Donc, comme on arrive tout le monde, je ne peux pas m'adresser que aux storytellers. Oui. Parce que tout le monde arrive dedans. Donc, je dois, sur ma page de vente, doser. Donc, je dois m'adresser aux storytellers, mais sans saouler les méthodos et les preuves sociales. Yes. Je dois m'adresser aux méthodos sans saouler les storytellers et ceux qui sont au profil preuve sociale. Je dois m'adresser aux preuves sociales exactement de la même manière. Donc, je dois bien doser sans jamais saouler les uns et les autres. Donc, c'est un jeu d'équilibriste et ça permet en fait de structurer son marketing, son tunnel de vente, sa page de vente. Donc là, on est plus dans le côté marketing. Et après, quand on va sortir, donc on va prendre donc les commerciaux ou les closers ou les setters qui vont prendre l'appel. On extrait les gens de cette masse où on s'adresse à tout le monde. Et là, on fait de l'individuel. Et c'est là où, là, il ne faut pas mettre les trois. Ah non, là, faut s'adapter. Là, il faut savoir à qui on a affaire. Yes. Et si j'ai affaire à un profil storyteller, je parle storyteller. Tu vas à fond, exactement. Voilà. Et c'est là où, en fait, maintenant, en fait, vous allez comprendre qu'il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, on s'entend bien. Oui. Ça, tout de suite, ça match. Et il y en a d'autres, on a adressé 3 mots. Putain, mais celui-là, je ne peux pas l'encadrer. Tu n'as même pas discuté avec. Qu'est-ce que tu en sais? En fait, on n'est pas compatible. Ça veut dire qu'il y a 3 schémas de pensée. On a un dominant, un secondaire. Et le troisième, en fait, presque on le refute, en fait. C'est un petit peu comme un aimant qui se repousse. Ouais. Pour ma part, c'est le côté storytelling. C'est-à-dire que moi, je suis expert, donc je me suis formé, on va dire, à faire ça. Mais moi, je suis limite obligé d'apprendre un texte ou une histoire. Je ne suis pas capable, on va dire, d'inventer quelque chose parce que je ne suis pas à ce biais-là. Et donc, ça va être très expéditif. Et d'ailleurs,
toutes mes storytelling, on va dire, mes histoires, en fait, sont construites en méthodologie. Ça veut dire qu'il faut quoi dans une histoire? Il faut ça, 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 ça. Et j'apporte. Alors, quand j'ai affaire à un storyteller, ils disent, putain, David, tes transitions, c'est brutal. Hein. Il faut mettre un petit peu plus d'émotion derrière. Donc, tout ça, c'est les termes de storyteller. Et que moi, très clairement, j'en ai pas. Et puis, ça me saoule, en final. Parce que je dis, mais quand je vends un produit, que je vous explique la méthode sur le truc comme ça, on s'en fout de mon parcours. Qu'est-ce qu'on en a à cirer que c'est David, ancien pâtissier, nanana, machin. Ce qui est important, c'est le fait, la méthode, c'est les 3 biais cognitifs, ce que je viens de vous expliquer. C'est la méthode, pour moi, qui est importante. Quand je dis, mais pourquoi je dois parler de moi? On s'en fout. Ah oui, mais c'est important, parce que les gens, ils aiment bien, ils se reconnaissent. On n'a rien à cirer, que je sois SDF ou que je suis issu d'une famille milliardaire ou quoi que ce soit. On n'a rien à cirer, c'est le produit que tu achètes. Qu'est-ce qu'on s'en fout de qui je suis, en fait? Ça pourrait être n'importe qui présente. Ce qui est important, c'est le là fonctionnement. où, justement, pour le storyteller, le plus important, c'est pas le produit, justement, c'est la personne. Exactement. C'est pour ça que moi, en fait, comme j'ai pas ce biais, et que en plus, c'est le biais que, je vais pas dire que je ne comprends pas, parce que je le comprends maintenant, mais qu'au fond de moi, je le comprends pas, en fait. J'ai dit, mais on s'en fout de l'histoire. On n'a rien à cirer. Ce qui est important, c'est le contenu. À la rigueur, la preuve sociale, c'est important de comprendre pourquoi, parce que c'est mon biais secondaire, le preuve sociale. Mais le storytelling, je dis, mais on s'en fout. Et c'est là, en fait, où je me force, en fait, où j'ai créé, en fait, une structure où je vais la porter. Mais très clairement, ça se reconnaît, puisque, voilà, on va reconnaître de la méthodo dans mon storytelling. Je la porte pour contenter ça, mais très clairement, il vaut mieux avoir une team autour de soi, où on va avoir une team, une personne storyteller, une personne preuve sociale, une personne méthodo, et on va les faire travailler ensemble. Yes, excellent. Et c'est là où, en fait, moi, je vais amener ça, mais j'ai un copywriter qui va être storyteller, qui va mettre de l'émotion, couper ces transitions qui sont très brutales. Voilà, ma vie, c'est ça. J'ai rencontré un tel, j'ai fait le machin, voilà le succès et les bénéfices issus de ça. Voilà, maintenant, passe à l'action. Tu as tout ce que tu voulais, ben voilà, c'est très... Ça manque d'émotion, toi, ça manque de toi, le chaleur, côté... Ça sent que... je le fais parce qu'il faut, parce mais que pas, ça vient pas du cœur, comme on dit. Cœur, exactement. Et malheureusement, ça viendra jamais du cœur pour moi parce que j'ai pas cet état d'esprit. Donc moi, j'ai créé en fait une structure qui permet de le faire, mais après derrière, très clairement, pour ceux qui veulent vraiment apprendre le storytelling pur. Et ben moi, je vais donner la structure, mais après, il faudra vous perfectionner avec quelqu'un qui a l'esprit storyteller. Exactement. Si on veut perfectionner, par exemple, le côté plutôt technique, comment, etc., là, tu as le profil adéquat. C'est ça. Et du coup, moi, je pense que pour un entrepreneur, c'est important, tu vois, d'avoir conscience de ça et de se dire, en fonction de ce que j'ai envie de travailler, je vais aller voir justement tel ou tel expert pour pouvoir justement affiner, tu vois, ce côté-là de ma personnalité, affiner cette expertise-là. Parce que quand tu maîtrises finalement tout ça, c'est comme ça que tu as un impact beaucoup plus grand et que tu pourras bien évidemment servir encore plus de clients parce que tu vas parler à plus de gens, tu vois. Parce que souvent, comme tu l'as dit, on a tendance à utiliser le biais prédominant que nous-mêmes on a naturellement en pensant que tout le monde fonctionne comme ça, que tout le monde parle comme ça. Mais en fait, non. Il y a des gens qui sont juste à l'opposé. Et c'est vrai que tant que tu restes finalement dans ton monde à toi, tu ne rentreras jamais dans le monde de l'autre et tu ne feras jamais affaire potentiellement avec ces personnes-là. Et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les aider, mais c'est juste que si vous ne parlez pas le même langage, les gens se disent « Ok, non, ce n'est pas la personne auprès de qui je dois me former potentiellement. » Et donc, toi, pour le coup, quels sont les tips que tu pourrais partager aux personnes qui nous écoutent pour, dans un premier temps, s'amuser, on va dire, à identifier quel type de profil ils ont en face d'eux? Si tu regardes cet épisode de podcast jusqu'à présent et que tu penses que tu as beaucoup de valeur, je t'invite, si ce n'est pas encore fait, si tu es sur YouTube, à t'abonner et à laisser un commentaire pour nous dire quelles sont les pépites que tu retiens de cet échange. Et on revient à nos moutons. Alors, il y a pas mal de choses. Alors, comme je l'ai dit, quand tu as le closer, tu récupères, on va dire, la personne et il faut identifier son schéma de pensée pour éviter de perdre du temps et éviter justement ce décalage de schéma de pensée. Donc, il va falloir faire un formulaire ou quelque chose en fait en amont qui va permettre, en fait, à travers des questions, par rapport au contenu que je t'ai donné, qu'est-ce qui t'a le plus impacté? L'histoire ou la méthodologie, en fait, le fonctionnement du produit ou bien les résultats?
Après, tu peux dire, voilà, dans nos échanges, qu'est-ce que tu veux, dans le cadre de la préparation du rendez-vous qu'on va faire ensemble, qu'est-ce que tu veux que je puisse t'apporter, que tu aimerais que je t'apporte, plus de choses, qui est le fondateur, qui est le produit qui nous a fait concevoir ce produit, ou bien le fonctionnement du produit, une démonstration, ou bien dans ces cas-là, plutôt des retours clients ou des choses comme ça. Donc quand tu vas tourner ça, en fait, la personne, en fait, naturellement... Alors, le problème, c'est que plus il y aura de personnes, ce que j'appelle éveillées, c'est-à-dire qui vont prendre conscience de ça, et ben forcément, ils vont tout de suite identifier que la question est très orientée. Les gens, en général, qui ne connaissent pas ça, en fait, ils vont pas du tout, ils vont réagir facilement, on va dire, de dire oui, mais moi, je veux avoir des retours clients. Moi, très clairement, c'est ce que je veux. Le reste, je m'en fous, au fait. Je veux savoir que le produit fonctionne. Donc oui, moi, j'aimerais bien avoir des retours clients. C'est vrai que quand tu poses la question aux personnes, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi ? Certaines personnes vont naturellement dire « Ah bah j'ai vu le témoignage de tel client, ça m'a vraiment inspiré, j'ai voulu venir. » D'autres vont dire « Ah bah franchement, ton histoire, elle est juste incroyable, j'ai écouté ton histoire, elle est inspirante. » D'autres personnes vont dire « Bah franchement, ta méthodologie, franchement, le jeu de la vente, voilà, on a envie de savoir étape par étape, concrètement, comment ça fonctionne. Ça m'a parlé. » Et donc, c'est vrai qu'en posant des fois une question simple, ça permet déjà de dire « Ok, là déjà j'ai un petit tuyau. » Et je pense en approfondissant, on peut aller ensuite... Avec le biais primaire et le biais secondaire. En truc. Donc toi, tes storytelling, épreuves sociales après derrière. Hein. Je sais que tu es en relation avec certains des personnes que je coach pour savoir un petit peu alors ça marche pas. Donc naturellement en fait, on va avoir ce côté-là, c'est plus fort que nous en fait, parce que c'est notre schéma de pensée. Donc on va réagir de cette manière-là. Donc ce qui fait qu'une fois qu'on a ces renseignements-là, eh ben on va tout de suite en fait être aligné, ce qu'on appelle être en phase. Oui. Alors, là, on est en phase parce qu'on a le même biais. Donc, on est dans la manipulation pure, très clairement. Après, ça fait gros mot hein, quand on dit manipulation. Ouais. Alors, on va dire influencer. Bon, yes, influencer positivement. Influencer, c'est manipuler, mais c'est plus joliment dit, on va dire. Ouais, mais parce que pour moi, dans la manipulation, comment je le traduis ? Pour moi, la manipulation, c'est que, imaginons, tu vas donner des arguments logiques pour une personne, mais parce qu'en fait, ça va plus servir ton propre intérêt à toi. Et donc, limite, en fait, tu peux manipuler une personne qui, finalement, peut-être que ce que tu vends, ça va pas du tout lui servir. Or que pour moi, dans l'influence, en fait, il y a cet échange et il y a également ce contexte de win-win. Tu vois ? Tu peux m'influencer, entre guillemets, à prendre une décision, mais parce que tu sais que potentiellement, la décision que je prends, ça va me servir. Donc, si tu... C'est la même chose de l'autre côté. Hein. Après, c'est l'éthique. Ouais, c'est une question d'éthique et d'intégrité. Après, je pense... Parce que tu as des influenceurs ou qui vont influencer dans des grosses arnaques. Dans des grosses arnaques. C'est de la manipulation, ça, pour le coup. Bah, l'influence, c'est de la manipulation. c'est un synonyme. Hein. Oui, influence et manipulation. D'ailleurs, il y a un livre à ce sujet. C'est pour ça que c'est important, c'est l'éthique. Comme je le dis, moi, si tu as un vrai produit que tu peux aider les gens, tu peux les manipuler vraiment pour acheter le produit puisque tu sais que tu vas les aider derrière. Peu importe la manière dont tu y arrives, puisque tu es sûr que tu vas les aider. Là où ça devient compliqué, c'est si ton produit, c'est de la merde et tu sais que tu arnaques les gens. Donc là, tu les manipules pour acheter un produit qui sert à rien. Ça sert à rien, ouais. Comme donc, certains produits de dropshipping. Influence ou manipulation, peu importe, au final, c'est l'éthique qui est important derrière. Donc du moment, moi j'ai des valeurs vraiment sur la qualité des produits, à partir du moment où je sais que je vais pouvoir les aider, peu importe les moyens, je vais vraiment manipuler la personne pour acheter parce que je sais que derrière, je vais réellement l'aider sur ce sujet-là. C'est vrai que beaucoup de personnes ont peur de vendre ou n'aiment pas vendre, parce qu'elle dit justement que la vente, c'est de la manipulation et qu'elles ne veulent pas manipuler, finalement, le client pour le faire acheter. Alors, un petit tips par rapport à ça. Tiens, ça, c'est surtout pour la partie commerciale. Là, on n'est plus dans le côté forcément digital, plus purement commercial. Moi, j'ai fait des conférences où, justement, tu avais des commerciaux l'entreprise passait un moment difficile, des logiciels qui fonctionnaient pas forcément bien. Mais il fallait quand même vendre pour pouvoir continuer à développer. Donc, il y avait un vrai fond en disant, on sait qu'on vend de la merde là, mais on est en train de travailler pour pouvoir résoudre ces différents problèmes. Mais il faut quand même vendre, il faut que l'entreprise puisse vivre pour pouvoir au moins modifier. Et donc là, c'est extrêmement compliqué, puisque tu sais que tu vends de la merde, très clairement, aux gens en attendant. Donc même si après, derrière, tu leur dis, vous inquiétez pas, les mises à jour seront faites, vous aurez les corrections, vous aurez tout ça, mais tu sais que tu vas vendre un truc qui marche pas. Donc là, c'est extrêmement compliqué. Donc, tu avais tous les vendeurs. Donc moi, mon rôle,
n'était pas forcément le plus plaisant. Donc, il fallait que j'explique comment vendre un produit, c'est de la merde. Et donc, le seul moyen éthique pour pouvoir faire ça, et c'est ce qui a permis vraiment de sauver même l'entreprise par rapport à ça, c'était en fait, donc moi j'ai vraiment schématisé parce que j'aime bien faire ça, donc j'ai pris l'emoji crotte, donc tu vois la petite crotte là qui est... et donc j'ai dit voilà, on va vendre ça. et donc pour pouvoir acheter, on va dire ça, qui le veut, personne n'en veut en fait, personne ne veut de la merde. Donc on va laisser de revendre, donc c'est le fameux valeur perçue et valeur réelle. Et c'est là où on va aller chercher en fait à ton client, en fait, qu'est-ce que veut ton client. Donc, il y a le produit, mais il y a aussi tous les à côté. Il y a le service, il y a la prestation, il y a le fait que tu as un réseau, par exemple, que tu vas pouvoir présenter des personnes qui voudraient rencontrer, tu vois, des choses comme ça. Eh ben, joue cette carte. Parce que tu dis, écoute, tu aimerais bien, donc tu m'as dit que tu voudrais bien rencontrer cette personne-là. Écoute, c'est quoi, tu achètes mon produit, on sait qu'il n'est pas forcément très machin, donc t'inquiète pas, on va travailler dessus, il y aura des machins. Et du coup, si tu le prends et tout, moi, je te présente un tel. Donc tu mets en place des bonus, en fait. Exactement. Là, on va retrouver dans le côté numérique, dans le côté digital et tout ça, les fameux bonus. Et donc, on met en avant ça, et derrière, je vais t'apporter en bonus ce que tu veux. Il y a des gens qui achètent le bonus plus que le produit. Exactement. Les bonus sont tout aussi importants que le produit lui-même. Ouais, des fois, le bonus, la valeur perçue du bonus est même plus élevée que le produit que tu achètes. Et là, ça prend tout son sens. Puisque là, en fait, l'entreprise, elle est consciente qu'elle a des choses à régler, tout ça, mais en attendant de corriger, il faut continuer à vendre. Et c'est là où, en fait, tous les commerciaux étaient là en train de mieux étudier le client, de mieux échanger bien. Au lieu de juste prendre rendez-vous, on va manger ensemble. Ok. Et on va échanger et tout ça, et par rapport au truc, ouais, donc j'ai des difficultés dans tel truc, tel machin, tout ça, j'aimerais bien avoir le truc et tout ça. Ok, donc là, en fait, il se dit, on n'est plus dans le produit, on est, qu'est-ce que je peux apporter comme valeur de plus à mon client. Et c'est là où, écoute, moi, je peux t'apporter ça. Ce que tu veux, là, je peux te l'apporter. Par contre, il faut que tu achètes mon produit. Ok. Tu vois, on est dans un cadre, tu vois, différent. On contourne un petit peu et on va mettre en avant son bonus. Yes. Okay. Et donc, si on n'est pas... Donc là, je m'adresse un petit peu à tous les commerciaux. Si vous n'êtes pas forcément très à l'aise avec le produit, souvent, on va vous dire changer. C'est l'une des meilleures méthodes que je pourrais dire. Moi, je pars du principe qu'effectivement, il faut croire en ton produit si tu veux le vendre, parce qu'un vendeur qui n'est pas convaincu ne va pas être convaincant. C'est là où tu peux, en fait, à travers la valeur que toi, tu peux apporter, parce que tu n'es pas forcément convaincu du produit que tu vas vendre, mais tu es convaincu des services, de ce que toi, tu peux apporter en plus à ton client. Cette conscience-là, oui. Mais souvent, là, les gens n'ont pas cette conscience-là. C'est pour ça que si tu n'es pas à l'aise, la meilleure des solutions, c'est de changer et d'aller vers un produit où tu seras à l'aise. Vends un produit, en tout cas, moi, je te conseille de vendre un produit auquel tu crois. En fait, ça va tellement faciliter les choses, ce sera beaucoup plus amusant que d'essayer, entre guillemets, de vendre quelque chose dont tu n'es pas convaincu. Peut-être des fois, après, en fonction de là où tu en es dans ta vie, des fois, tu as besoin, par exemple, d'argent, donc tu vas faire quand même des trucs, même si tu n'es pas forcément convaincu. Mais si tu veux vraiment durer dans la durée, pour le coup, et vraiment être épanoui, autant choisir quelque chose vraiment où tu sais que ça va vraiment transformer la vie des gens, parce qu'on voit trop, honnêtement, aujourd'hui, on est en 2025, trop de personnes qui vendent, voilà, on va pas dire le mot, un peu de la daube, clairement. Donc, à un moment donné, il faut également respecter le client. Parce que pour moi, vendre, c'est servir. Donc, si tu respectes le client, ne lui vends pas n'importe quoi. Et voilà. Mais bon, je te laisse poursuivre. Mais après, c'est là où, justement, si toi, tu apportes, en fait, tu sais que tu lui vends de la merde, mais que derrière, par contre, toi, ce que toi, tu vas lui apporter, par contre... Ça c'est valorisant. Moi, je connais des gens, toi, dans le truc, qui étaient très, très bons en informatique. Eh ben, ils savaient que son logiciel, c'est de la merde, mais en fait, le client, en fait, il achetait pas le produit, mais il achetait, en fait, son expertise dans l'informatique. Ouais. Il dit, en fait, écoute, tu as un problème avec ton ordinateur, tu m'appelles. Okay. Et là, en fait, ce qu'il achetait, c'était le service de dire, si jamais je rencontre un problème sur mon ordinateur, en achetant ce produit-là que j'achète, c'est quoi ? Je l'achète pour le mettre dans le tiroir. Ouais. Ce que j'achète, c'est le commercial. Ouais, c'est ça.
Et donc là, on en revient à les gens Et là, tu es aligné. n'achètent pas forcément ce que tu fais, mais qui tu es. Même si tu sais que ton produit, c'est de la merde, tu n'es pas aligné sur ce que tu vends. Ouais. Mais ce que tu vends réellement, c'est toi, Ouais. la personne que tu es, et ce que tu peux apporter à ton client, dehors de ton produit. Et là, en fait, tu es aligné. Et le client, il est très aligné aussi. Hein. Yes. Moi, j'ai connu des gens qui achetaient le truc pour... ça reste dans l'emballage. Ouais, Juste, même pas. j'achète la relation, personne, finalement. la relation Ouais. que j'ai avec mon La commercial. relation que tu crées. Ok. Donc là, c'est pour ça qu'il faut bien se dire, c'est qu'est-ce que tu peux apporter en bonus à ton client. Yes. Si en plus ton produit il est énorme et que c'est génial et c'est toi, tant mieux. Là, bingo. Tout est aligné. Parfait. Comme on dit, les planètes sont alignées. Mais si un jour le produit, il y a un problème ou quoi que ce soit, et ben au final, par rapport à ce bonus que tu apportes, et ben tu resteras toujours aligné. Parfait. Et ton client te dira jamais c'est pas bien ou c'est mal, tu m'as arnaqué ou quoi que ce soit. Yes. Jamais. Wow. Bon, en tout cas, sounds great. Je pense que tu as eu quand même pas mal de valeur dans cet épisode, donc j'espère que tu as pris des notes. Comme j'aime souvent le répéter, money makers are not takers. Donc les personnes qui prennent des notes sont des personnes qui gagnent de l'argent. Dernière question avant de finir cet épisode que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'idée de faire de la vente un jeu? Forcément, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, il faut s'amuser, ça c'est le premier point, comme je l'ai dit. Je sais que c'est le plus difficile, mais ne travaillez pas pour l'argent. Malheureusement, on travaille tous parce qu'on a besoin d'argent, mais travailler par plaisir, par passion, par jeu, plus que par l'argent. L'argent, vous gagnerez plus d'argent si vous ne le faites pas pour l'argent. Excellent. Donc, amusez-vous, comme j'ai dit, avec le gros badge comme ça. Ça t'intrigue. Hein. Voilà, c'est du jeu, c'est de la passion, c'est de la vente, c'est de l'interaction. Il y a plein de choses comme ça qui paiera 10 fois plus que le fait de le faire pour un ticket, une commission ou autre. Parfait. Trop cool. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de prendre contact avec toi? Alors, je suis un petit peu l'homme de l'ombre, mais on s'efforce à créer bientôt une chaîne YouTube. Alors, j'ai une chaîne YouTube, il n'y a rien dessus pour l'instant, mais on va s'efforcer. Donc, David Pontoiseau, un petit peu sur les réseaux. Alors, je ne suis pas très actif pour le moment, mais on va y venir. Donc, vous pourrez me suivre. J'ai par contre un canal Telegram sur le neuromarketing, le côté neurosciences. Hein. On a parlé des biais cognitifs. 3 biais cognitifs, il en existe 200. Donc, on peut mettre dans la vente et le marketing. Comme j'aime le dire, la différence entre le marketing et la vente, le marketing, on donne envie, et que dans la vente, on convainc d'acheter. Et donc, moi, je ne suis pas un expert à convaincre d'acheter, mais je suis très, très fort pour donner envie d'acheter. Excellent. Je pense qu'on partage la même définition de la vente. Enfin, la définition que tu as du marketing, moi, c'est la définition également que je mets dans la vente, dans le sens où, justement, l'art de la vente, c'est pas l'art de convaincre les gens d'acheter, c'est l'art, justement, de donner envie aux gens d'acheter. Mais on se rejoint sur la définition, en dehors, on va dire, du mot que l'on utilise et que l'on emploie. Donc, je mettrai également le lien de ton canal Telegram. Comme ça, également, les gens pourront le rejoindre pour aller encore plus loin dans toutes ces notions, notamment de neuromarketing, parce que je pense que tu as encore plein de pépites que tu n'as pas partagées. Et c'est vrai que... On aurait pour des mois. Voilà, en une interview, dans tous les cas, il nous faudrait toute une journée, même plus, pour pouvoir poser vraiment toutes les questions qui nous passent par la tête. Mais en tout cas, par rapport à tout ce que tu nous as partagé, merci beaucoup pour ton temps. Merci pour la valeur que tu nous as partagée. Et je mettrai toutes les informations dans la description pour les personnes qui veulent aller plus loin. Merci à toi. Et puis, j'espère pu contribuer, on va dire, avec les biais cognitifs ou tout le reste, en fait, à vous apporter un petit quelque chose en plus dans votre business. Yes, j'en suis persuadée. Et mettez-nous dans les commentaires avec quelle pépite vous repartez de cet épisode. Merci encore à toi, David. Et dites dans les commentaires aussi quel biais cognitif vous pensez être. Yes. C'est très intéressant. Parfait, trop cool. En tout cas, merci à toi qui as regardé cette interview. J'espère que tu as pris des notes. J'espère que tu repars avec beaucoup de valeur, mais j'en suis certaine. Je t'invite tout simplement à rester connecté pour le prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien. Et comme j'aime le dire, pas de business sans vente. Et sans vente, pas de croissance. À bientôt.